Bienvenue dans Résilience, le podcast qui célèbre la vie envers et contre tout. Pour cette rentrée, c'est un nouveau format que je vous propose avec des histoires de personnalités atypiques et riches qui ont toutes ce point commun, devoir se battre pour trouver leur place. Je suis Éléonore Veil, bonne écoute. Que vous soyez maman, adolescent, adulte, il n'y a pas d'âge pour se faire diagnostiquer. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes décrits dans cet épisode, allez consulter un spécialiste. On dit souvent d'eux qu'ils sont dispersés, ailleurs, paresseux, inconstants, inattentifs, brouillons, trop lents, trop rapides, inadaptés, à l'ouest. Ils souffrent en réalité d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On les appelle les TDAH, et loin d'être stupides, ils fonctionnent simplement autrement que la majorité. Enfants, ils sont en général vifs et intelligents, mais souvent incapables de répondre aux attentes de leur entourage. Adultes, ils peinent à rentrer dans les cases, effectuer des tâches rébarbatives mais nécessaires au fonctionnement du quotidien, ont des difficultés à maintenir leurs relations et peuvent souffrir d'une multitude de symptômes liés à leurs troubles. Le TDAH touche aujourd'hui 5% de la population et reste encore un mystère pour beaucoup. Ayant moi-même été diagnostiquée et sachant tout ce que cela implique, j'avais à cœur d'interroger et d'entendre les voix de ces personnes, elles aussi concernées, directement ou par le biais d'un de leurs proches. J'ai rencontré Valentin, 9 ans et demi, chez sa thérapeute, avec sa maman, elle-même institutrice. Adrien, lui, est journaliste, il est animateur de télévision en Belgique, et il est l'auteur de « On m'appelle la tornade », un livre témoignage sur le parcours d'un adulte TDAH, paru aux éditions Ken. Et puis le docteur Pinabel, bien sûr, psychiatre, et spécialisé en troubles neurodéveloppementaux. Bonne écoute. Coucou, je m'appelle Valentin. T'as quel âge ? 9 ans 3/4. C'est quand ton anniversaire ? Le 3 novembre. Et t'es à quelle école ? Albert Demain, à Nogent-sur-Marne. Je vais passer en CM2. Et est-ce que t'as plein de copains ? Bah, ça dépend parce que ça monte et ça descend parce que j'arrive pas à me contrôler. Bah, des fois je m'énerve contre eux alors qu'ils ont rien fait, c'est de ma faute, mais des fois j'ai 30 copains comme des fois j'en ai 0 ou 1. J'ai effectivement eu, en tout cas avant l'adolescence, une enfance qui était, je veux pas aller jusqu'à compliquer parce que j'étais pas non plus l'enfant qu'on punissait tout le temps et qui terminait toujours au fond de la classe avec un bonnet d'âne sur la tête, mais il y avait déjà, je pressentais déjà cette sensation de pas être à ma place, cette sensation de m'ennuyer, cette sensation de vouloir tout le temps être dehors, de vouloir tout le temps être en mouvement. Or, on nous imposait 8 heures assis sur une chaise. Donc, il y avait déjà quelque chose qui posait vraiment un gros problème à ce niveau-là et qui finalement provoquer des soucis relationnels avec certains de mes copains parce que j'étais pas attentif, j'écoutais pas ce que le prof disait. Du coup, après je leur demandais qu'est-ce qu'il dit le prof, et donc je dérangeais. Donc, c'était vraiment déjà, c'était déjà on partait déjà sur un terrain miné. Et puis en arrivant à l'adolescence, là tout s'est perturbé évidemment, notamment avec la puberté, avec les crises d'ado. Et là j'ai vraiment tout a explosé, la marmite a explosé et je suis devenu ingérable. Tant au niveau relationnel qu'au niveau structurel, c'est-à-dire de suivre les cours à l'école, de pouvoir développer mon intellect. Et donc là, ça a vraiment posé d'énormes problèmes relationnels et avec les profs et avec les potes. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es en classe et que tu t'ennuies, par exemple ? Bah, je dessine. Tu dessines ? Et ça suffit ? T'arrives à... Je dessine et je raconte des blagues à la maîtresse ou à mes copains. Et qu'est-ce qu'elle en pense, la maîtresse ? Bah, des fois, ça fait éclater de rire. Souvent, oui, ça fait éclater de rire. Voilà, des enfants qui sont à la fois très vifs, très curieux, très alertes et en même temps qui sont toujours essayer de contourner la règle. Mais en même temps, depuis qu'il est tout petit, on a des tableaux de routine en fait et il a besoin que les choses soient écrites et qu'il sache que voilà, il va se passer ça et après c'est comme ça et on peut pas déroger à la règle et voilà. Parce que oui, de lui-même, tout est flou, tout est confus. C'est ça. C'est compliqué. C'est la dispersion. Ouais. Vous la sentez, cette dispersion ? Ah oui. Comment elle s'exprime pour vous ? Qu'est-ce qui... Quand il était petit, c'était plutôt dans l'enchaînement des obligations.
Maintenant, là, c'est surtout au niveau du travail scolaire, quoi. C'est-à-dire d'arriver, de se mettre au travail, de commencer, de dire je me mets à la tâche, je m'y mets, je le fais, et j'essaie d'aller jusqu'au bout. Voilà, ça c'est compliqué. Alors, ce qui va être les premiers signes qui peuvent être des signaux d'alerte pour les parents, mais aussi pour les enseignants, parce qu'effectivement, faut pas oublier qu'à partir de la petite section de maternelle, les enfants passent quasiment plus de temps avec leur maîtresse qu'avec leurs parents, en termes de volume horaire, si j'ose dire. Donc, ce qui peut effectivement alerter tout l'entourage de l'enfant, c'est effectivement... alors, il y a 2 types de symptômes dans le TDAH, dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a ce qu'on appelle les symptômes externalisés, donc qui vont vraiment se voir, notamment l'hyperactivité, un enfant qui ne tient pas en place, qui bouge tout le temps, qui est un peu impulsif, qui coupe la parole aux adultes, dans le groupe qui va aller asticoter ses camarades, qui a du mal à tenir en place à l'école. Souvent le terme qu'utilisent les maîtresses à partir de la moyenne section, parce que petite section c'est encore un peu du jeu, c'est un peu limite. Mais à partir des moyennes sections, ça rigole plus. Et souvent les maîtresses disent il n'arrive pas à rentrer dans sa posture d'élève. Voilà, c'est vraiment la phrase classique que disent les maîtresses, les enseignants. Et effectivement, c'est un enfant qui va avoir du mal à rester assis, écouter avec le groupe, participer comme les autres, ne pas prendre la parole quand on lui donne pas. Voilà, toutes ces choses qu'on apprend aux enfants à partir de la moyenne section pour s'intégrer dans un groupe et puis écouter les consignes finalement, ce qui sont les prérequis pour les apprentissages à partir du CP, où là ça devient plus strict et plus rigoureux. Eh bien, dès la moyenne ou en tout cas grande section, on peut voir très fréquemment les enfants ou en tout cas les parents rapportent qu'effectivement dès la moyenne section ils ont pu être convoqués parce qu'effectivement ils bougeaient tout le temps, ils ne tenaient pas en place, etc. dans la classe. Maintenant, c'est toujours compliqué de faire un diagnostic avant l'âge de 6 ans parce qu'effectivement avant l'âge de 6 ans le développement de l'enfant peut être très hétérogène. Certains enfants vont d'abord développer, investir l'espace de psychomotricité, d'autres l'espace plus cognitif, de lecture, d'autres de dessin. Donc voilà, le développement ne se fait pas de la même façon chez tous les enfants. Donc c'est toujours un peu délicat de poser de façon stricte un diagnostic, sauf effectivement dans les formes où l'hyperactivité et l'impulsivité sont au premier plan. Donc dans ces formes vraiment de ce qu'on appelle le TDAH avec l'hyperactivité, là c'est très clair que très rapidement tout le monde se rend compte, parce qu'effectivement il y a vraiment ces symptômes externalisés dont je parlais. Et très rapidement, ça peut même devenir très compliqué dans la gestion au quotidien. Il nous arrive fréquemment d'avoir des situations d'enfants où dès la moyenne section de maternelle, l'école dit aux parents « on ne le prend pas l'après-midi » parce que c'est trop l'enfer à gérer malgré une ATSEM et la maîtresse. Et voilà, ce sont des situations où même l'école va requérir une accompagnante de vie scolaire. Mais ce n'est pas la majorité. Beaucoup sont encore silencieux dans l'expression clinique, on va dire même la majorité. Et on commence à voir des choses progressivement apparaître à partir du CP. Au CP, c'était plus compliqué. Oui, j'ai jeté toutes les punitions. Tu jetais toutes les punitions ? Oui, j'avais des punitions. Je me faisais des punitions. Parce que pourquoi ? Parce que je faisais des bêtises. Je frappais des copains, je les insultais. Je connaissais pas encore énormément de gros mots, mais... Et tu sais pourquoi tu faisais ça ? Tu te souviens de ce que tu ressentais ? Parce que déjà, je venais d'entrer dans l'école, donc je connaissais pas les règles. Et après, je sais pas pourquoi, parce que je connaissais pas encore le trouble de l'attention, donc... Je me suis toujours rendu compte que moi, il fallait me mettre un cadre, mais un cadre souple. C'est un cadre sur lequel je peux un peu pousser pour élargir s'il faut de temps en temps. Ici, en l'occurrence, sur le projet dont je parle, on avait mis quelqu'un qui n'avait pas cette possibilité de m'offrir la souplesse de ce cadre. Donc il y avait le cadre, mais il n'était pas assez souple. Et du coup, je me suis senti très vite cloisonné et je me rendais compte que je donnais pas le meilleur de moi-même sur antenne. Et ça a posé un problème en fait très rapidement parce que on s'est rendu compte qu'on ne savait plus travailler ensemble. Et donc il a fallu faire des choix. Cette personne avec qui je travaillais qui est partie sur d'autres projets et donc on n'a plus bossé ensemble et on sait qu'on ne pourra plus jamais bosser ensemble parce que moi, j'ai besoin d'avoir ce cadre, mais j'ai besoin d'une roue libre dans ce cadre. Et donc, c'est ça qui est très exigeant, en fait. Je me rends compte à quel point je suis exigeant par rapport à mes collègues. Mais si on me laisse cette opportunité-là, je sais que je peux être 100% productif et rentable. Ça, c'est typique aussi de ce trouble, c'est que le moindre projet nous excite. Et donc, moi, je dis non à rien. Dès qu'on me propose des trucs, je dis oui. Et donc, du coup, effectivement, quand j'ai vu le programme cursus des infirmiers,
J'ai vu ça, je me disais, ok, dans 4 ans, j'ai ma propre ambulance, je vais sauver le monde, quoi. Donc ça, c'était le programme. Et puis je suis arrivé au cours, et puis là, je me suis rendu compte que en fait, le programme, il était loin d'être acquis, et qu'il y avait pas mal d'étapes par lesquelles il fallait passer avant, et que ça, pour un TDAH, c'est beaucoup moins stimulant parce que le résultat est beaucoup plus difficile à atteindre que ce qu'on l'aurait pensé. Et donc, vite, on passe à autre chose, quoi. On se dit voilà, c'est bon, ça va prendre trop de temps, c'est pas grave, on va faire autre chose. Et donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit ok, maintenant je vais faire autre chose, je vais faire la kiné, parce que là j'aurai beaucoup plus facilement la possibilité de pouvoir être proche des gens, de pouvoir les rééduquer après des accidents de voiture incroyables, etc. Et donc de nouveau un fantasme qui s'effondre et qui s'effrite dès les premières heures de cours théoriques. Et puis après voilà, là c'est ma dernière chance. Je rentre dans un énorme amphi rempli de 500 personnes en sciences politiques, économiques et sociales. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce qu'on est en train de me raconter, ça m'intéresse, quoi. Je trouve ça cool, je trouve ça chouette. Je me mets aucune pression et puis voilà, tout prend du sens. Les publications qui existent depuis longtemps, parce que c'est vraiment un trouble qui est étudié depuis une cinquantaine d'années, montrent très clairement sur des études de longitudinales que à peu près 40 à 50% des adultes continuent à avoir des symptômes. Pas forcément l'intégralité du trouble, mais au moins des symptômes qui plus est éventuellement fonctionnels, gênants d'un point de vue fonctionnel. Donc on sait que voilà, on est TDAH et probablement on meurt TDAH, mais la compensation est suffisante. Puisque de toute façon il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, il faudra jamais cesser de le répéter, c'est-à-dire que ça n'a aucun rapport avec l'environnement psychologique et affectif de l'enfant, mais ce sont vraiment les origines sont effectivement, comme d'habitude, dans ce type de trouble polyfactoriel, mais le facteur héréditaire et prénatal est très, très au premier plan. La prématurité, notamment, par exemple, est un gros facteur de risque de TDAH, l'enfant, classiquement. Tout ce qui va entraîner une souffrance cérébrale précoce, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 3 mois de l'enfant, peut influencer l'émergence d'un trouble neurodéveloppemental, un trouble du déficit de l'attention, une dyspraxie, etc. Parce que c'est une période critique où le cerveau est vraiment très fragile. Pourquoi il est fragile ? Parce qu'en fait, c'est une période où on a encore des migrations neuronales, notamment dans la région préfrontale, qui nous importe pour le TDAH. Les neurones continuent à migrer, entre guillemets, on va dire à pousser, si j'ose dire, jusqu'à les 3 premiers mois de la vie du bébé. Parce que le cerveau du bébé n'est pas fini à la naissance. Et qui t'en a parlé pour la première fois du trouble de l'attention ? On est allé voir une personne qui m'a fait un test pour voir. Et je savais pas pourquoi est-ce que j'y allais. Ah ouais, tu t'es dit parce que maman elle m'a dit c'est pour ton trouble de l'attention, et comme je savais pas, pour voir si tu as un trouble de l'attention, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Elle m'a expliqué, j'ai pas compris. Mais après à la fin du test, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Et pour toi, c'est quoi avoir un trouble de l'attention ? C'est des choses positives ou négatives ? Positives et négatives, parce qu'en même temps, je suis précoce. T'es précoce. C'est quoi être précoce ? C'est comprendre d'un seul coup, avant les autres. Donc, c'est, par exemple, avoir un âge mental un peu au-dessus. Et dans les choses négatives, il y a quoi, par exemple ? On est dissipé, on n'arrive pas à se concentrer. Depuis qu'il était... on va dire depuis ces 4 ans, depuis la moyenne section, j'ai cherché partout, parce que partout dans le sens auprès de plusieurs spécialistes, parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, je dirais comme les autres enfants. Ouais. Et donc. C'était quoi ? Qu'est-ce qui bougeait beaucoup ? Non, mais il y avait son langage, il y avait son hypersensibilité, et puis le fait qu'il sente des choses, qu'il rebondit sur. Alors, on avait du mal en fait à ce moment-là à parler d'émotions, mais voilà, tout était lié. C'était pas tant la colère ni l'impulsivité, parce qu'à ce moment-là c'était pas tant comme ça, mais il était très une espèce de violence en fait avec les autres enfants. Il répondait tout de suite
par un geste ou par une difficulté à se canaliser en classe. Donc on a cherché, on est allé voir plein de spécialistes. Un éthiopathe, on est allé voir un magnétiseur, parce que l'éthiopathe nous avait dit qu'il avait une dose d'énergie négative énorme, donc un magnétiseur, un apnothérapeute. Oui, voilà. On a fait la totale. Oui, on a tout fait jusqu'à ce que j'aille voir, mais là, juste une psychomotricienne en fait, parce que je voyais qu'il avait des difficultés à écrire, et c'est elle qui m'a orientée vers le diagnostic. La première chose à faire, c'est vraiment le diagnostic. Je crois que c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que on a de plus en plus tendance à s'auto-diagnostiquer, ou en tout cas un diagnostic qui est fait par soit le corps enseignant, soit le personnel accompagnant de l'enfant, qui va mettre dans des cases sans même passer par les vrais experts qui peuvent diagnostiquer ça. En psychiatre, neuropsy, pédopsie, bref, il faut un petit peu regarder en France. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, effectivement, ça relève de la psychiatrie. Il faut pas en avoir peur, parce que les psychiatres, il y a encore 20 ans, on se disait blouse blanche, grosse seringue, et ça va faire mal. Non, ici c'est vraiment un vrai travail d'accompagnement. Une fois que le diagnostic est établi, parce qu'on peut passer à côté d'autres diagnostics qui sont parfois très ressemblants, mais qui finalement nécessitent une prise en charge totalement différente. Donc il faut vraiment pas se tromper là-dessus. Et une fois que ce diagnostic est pris, c'est de faire une liste en disant qu'est-ce qui m'ennuie, qu'est-ce qui m'ennuie pas. Et dans ce qui est ennuyant, on va essayer de trouver des solutions, que ce soit seul ou avec l'entourage, les parents, les profs, le personnel éducatif de manière générale. Et surtout renforcer les points positifs aussi, en se disant, il y a plein de choses qui ne m'ennuient pas dans mon trouble. Comment je vais faire pour encore leur donner plus de valeur, pour être encore plus puissant dans ces forces que j'ai. Et si on parvient à faire ça, non pas en une nuit et un jour, mais en 20 ans de vie, on va peut-être petit à petit commencer à adopter cette résilience et à se rendre compte de ce qu'on est, comment on vit, de ce qui va poser problème et donc essayer de l'éviter. Et par contre, de ce qui va faire une force, c'est d'essayer de le stimuler un maximum pour pouvoir aller chercher en nous les choses qui sont vraiment efficaces. Et puis, il faut aussi, je pense, accepter que il y aura des échanges et des relations qui vont exploser beaucoup plus rapidement que des personnes qui ne souffrent pas de TDAH, parce que on a cette impulsivité et cette volonté de toujours vouloir interagir sans écouter les autres. Donc il faut se rendre compte que ce sera pas évident de créer des amitiés sur du long terme, et du coup mettre les choses en place pour que ça puisse fonctionner. Mais moi je reste convaincu que le diagnostic et le fait d'en parler à son entourage va vraiment permettre de pouvoir mieux aborder les choses. La première étape, si les parents ont des doutes, le motif de consultation le plus fréquent, ce n'est pas, dans la majorité des cas, le trouble de déficit de l'attention en tant que tel, sauf dans les formes où l'hyperactivité est prédominante, et c'est très gênant sur le plan fonctionnel pour l'enfant, dans ses apprentissages et même dans sa vie sociale, et dans la vie sociale des parents, mais c'est plutôt les troubles d'apprentissage. La première cause, finalement, de consultation qui va nous amener au diagnostic, c'est les parents qui arrivent en disant mon enfant a du mal à apprendre à lire, à écrire, il a du mal avec les mathématiques, etc., quelle que soit la classe, notamment en primaire. Et finalement, derrière, on s'aperçoit que les enseignants disent il reste pas concentré, il est inattentif, il coupe la parole, ou il se lève, etc. Voilà. Donc c'est souvent un motif indirect assez large, le trouble d'apprentissage. Dès lors, ça peut concerner les enseignants qui vont alerter les parents eux-mêmes. Notamment, là, il y a eu l'effet confinement qui était extrêmement intéressant. On a eu une moisson d'enfants TDAH qui auraient été très probablement diagnostiqués plus tard, tout simplement parce que pendant le confinement, les parents ont fait les instituteurs, et là, ils se sont rendus compte des problèmes de concentration qu'avait leur enfant, même en relation one-to-one, en relation duel. Ils voient qu'effectivement, leur enfant se lève, il va chercher un trombone, une gomme, etc. Souvent, alors ça peut être quoi ? Ça peut être aussi des enfants qui vont avoir du mal à lire à apprendre à lire et à écrire. Dès lors, ça peut être aussi les orthophonistes qui peuvent faire, entre guillemets, une alerte. Malheureusement, à l'heure actuelle, à peu près 40% des orthophonistes en libéral connaissent le TDAH. Je le sais parce qu'effectivement, 2 étudiantes en orthophonie ont fait leur mémoire sur la question, avaient envoyé un questionnaire et j'étais leur maître de mémoire. Et effectivement, on avait été très surpris. Elles avaient envoyé le questionnaire à, elles avaient eu 450 réponses. Donc, c'était vraiment un bon reflet. Et effectivement, on était très surpris de voir que seulement 40% des orthophonistes avaient été formés dans leur cursus à connaître au moins le trouble déficit de l'attention. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan de la formation des professionnels dits de première ligne,
Alors, le professionnel de première ligne, ça va être ceux qui vont voir les enfants pour même une autre raison, donc les orthophonistes très souvent, et bien sûr les pédiatres ou les médecins de famille qui peuvent être amenés aussi à détecter des problèmes d'apprentissage, problèmes de comportement, et hop, ça peut ouvrir une piste. En tout état de cause, moi ce que je conseille effectivement, c'est que ça soit le pédiatre ou l'orthophoniste qui puisse alerter les parents. Souvent, c'est le cas, ou éventuellement, ça peut être aussi les enseignants quand ils connaissent. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec l'accès à l'information médicale, beaucoup de parents se renseignent très spontanément, c'est aussi très positif. Mais l'immense majorité des demandes de consultation dites de deuxième ligne, c'est-à-dire de spécialistes, c'est des troubles de l'apprentissage. Les parents, finalement, ne savent pas ce que c'est que le TDAH, et finalement, on leur apprend en même temps qu'on décline les symptômes cliniques. En parallèle du diagnostic, le travail de psychoéducation est aussi fondamental pour en apprendre le plus possible sur son trouble, mieux le comprendre, l'accepter et le maîtriser. Ensuite, les options sont nombreuses, allant de la thérapie comportementale à la pleine conscience, très efficace sur les cerveaux TDAH, mais selon le docteur Pinabel, qui se base sur la littérature scientifique, il n'y a que la prise de traitements médicamenteux qui aurait un véritable effet sur ce trouble. Alors concernant le médicament, il y a une grosse polémique, bien évidemment, notamment en France, sur le fait que ce sont le seul médicament qui est en disponibilité en officine, c'est effectivement le méthylphénidate, qui est un dérivé chimique amphétaminique. Et dès lors qu'il est dérivé amphétaminique, même s'il n'en a pas les propriétés, les effets secondaires, il est considéré comme un stupéfiant. Donc ça fait naturellement et légitimement peur aux parents de prescrire ce type de traitement. Donc il faut effectivement faire preuve de pédagogie, de leur expliquer que c'est un traitement qui existe depuis plus de 50 ans, d'abord, et qui est très maniable. Maintenant, en ce qui concerne l'indication du traitement, c'est extrêmement clair. Il y a des conférences de consensus à la fois internationales, mais aussi européennes, dont la France fait quand même partie, qui effectivement est très clair. On met en route un traitement à partir du moment où il y a une gêne fonctionnelle pour l'enfant, qu'elle soit bien sûr au niveau des apprentissages, parce que c'est vraiment le cœur du problème très souvent pour beaucoup d'enfants, mais aussi au niveau comportemental, avec des répercussions sur le plan des interactions sociales. Ce sont souvent des enfants qui peuvent se faire rejeter par leur père parce que ils sont asticoteurs, ils sont titilleurs, donc les camarades finalement les mettent de côté. Et les répercussions sur le plan socio-affectif et familial, c'est-à-dire que ce sont des enfants, même dans la famille, ils embêtent tout le monde, ils sont en conflit avec les parents, avec les autres enfants, et on sait que le trouble déficit de l'attention est souvent associé au trouble oppositionnel avec provocation. Dans les travaux scientifiques, il y a ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, ça va être une étude statistique de plusieurs études déjà réalisées, qui elles-mêmes font des statistiques. C'est une espèce d'énorme moulinette statistique qui va essayer de reprendre les datas de plusieurs études pour la rendre encore plus robuste. Parce qu'on sait qu'effectivement, plus c'est la loi du plus grand nombre. Plus il y a effectivement de participants, plus ça rend robuste les résultats d'un point de vue statistique dans des travaux scientifiques. Donc une méta-analyse a été faite il n'y a pas très longtemps sur qu'est-ce qui pouvait fonctionner dans le TDAH en termes de prise en charge curative ou même rééducative. Et la question, elle est très claire pour le moment. Il n'y a rien qui ne fonctionne sans le traitement médicamenteux. Alors, il se trouve que la polémique vient du fait que ce traitement est un dérivé d'amphétamine. Ça serait effectivement un traitement à base de carottes. Je pense que ça poserait probablement moins de problèmes à tout le monde. Mais ça, c'est le mécanisme même qui fait que le mode d'action de ce médicament sur le système nerveux c'est logique que ça fonctionne puisque on sait effectivement que c'est une dysrégulation de la dopamine dans la région préfrontale qui est à l'origine du trouble déficit de l'attention. Donc voilà, ceci explique cela. Elle rééquilibre, c'est-à-dire qu'elle permet d'augmenter la concentration de la dopamine entre les neurones pour qu'ils communiquent beaucoup plus facilement et ça permet de réguler justement cette communication entre neurones avec cette dopamine, tout simplement. Donc c'est pas du tout quelque chose de magique, on sait comment ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que l'inconvénient en apparence, c'est que c'est un traitement correcteur, comme pourrait l'être des verres correcteurs chez un myope. Donc on peut se dire, si l'enfant ne prend pas le traitement, il va pas être concentré, ce qui est vrai. D'où l'intérêt de le prendre de façon régulière, en tout cas dans les temps d'apprentissage. Mais il y a quand même un effet curateur indirect du fait de la plasticité cérébrale, puisqu'effectivement, pendant tout le temps où l'enfant va prendre le traitement, son cerveau va apprendre et va mettre en place des méthodes de travail, ce qui va correspondre à une
connectique qui va se faire entre ces neurones, et il va y avoir des connexions synaptiques qui vont se faire, et cette plasticité cérébrale qui peut se mettre en place au travers des apprentissages, elle va rester. Alors, les connexions vont rester. Dès lors, ça permet de comprendre que beaucoup d'enfants, au bout d'un certain temps, n'ont plus besoin du traitement médicamenteux et ont mis en place des stratégies efficientes. Parfois c'est un peu encombrant, des fois c'est chouette parce qu'après j'arrive pas à m'endormir, comme j'ai tout dans la tête. Comme j'ai pas un videur de cerveau, on le met sur la tête, ça vide le cerveau, ça garde le cerveau en sécurité. Faudrait inventer ça. Et la méditation, t'en as fait déjà ? Oui, de la sophrologie. Ça allait, mais après j'arrivais pas à utiliser au bon moment parce que je pensais pas à faire de serrer mes poings, mais après de faire... mais faire ça devant les autres, après, ça fait un peu gênant. L'hyperactivité fait bien entendu partie des symptômes handicapants, mais il n'est pas le seul. L'impulsivité est peut-être le pire ennemi d'un TDAH, le plus dur à contrôler. Certes, la créativité, l'esprit d'initiative, la recherche de nouveautés peuvent souvent compenser les effets néfastes. Pour autant, ce n'est pas un lit de rose tous les jours. Souvent, j'insulte mes parents, donc ça leur plaît pas. Naturellement, ça leur plaît pas. Et après, sinon, c'est avec les copains, je m'énerve. Avec la maîtresse, je m'énerve. Et tu t'en veux après ? Bah oui, après, je m'en veux. C'est aussi surtout avec ma petite sœur, ça arrive tous les jours. Il y a l'impulsivité. C'est très, très difficile. Et sa difficulté à s'inhiber, quoi. Parce que tout est dit, tout est fait. Il agit avant d'eux, il parle avant d'eux. Donc, dans le cadre... à la maison encore, on peut arriver à gérer ça. Mais dès qu'on sort du cadre familial, c'est compliqué, quoi. Parce que à l'école, c'est compliqué, et voilà. Et les profs, comment ils ont vécu ça ? Est-ce que vous leur en avez parlé ? Oui, on en a parlé, mais il y a une méconnaissance totale de ce trouble, en fait. C'est associé à l'enfant... Roman. Voilà, l'enfant roman, ouais. Alors, effectivement, vivre en couple avec quelqu'un qui est TDAH, ça doit être très complexe. Et je le répète régulièrement dans mon livre aussi, en disant, voilà, sans doute que la personne avec qui je vis en souffre plus que moi-même. Parce que ça nécessite un travail de coaching quasi permanent, autant au niveau mental que au niveau physique aussi, puisque on perd tout le temps. Donc ma femme s'arrange pour pouvoir tout le temps mettre les objets à un certain endroit. À chaque fois qu'elle les voit traîner, elle les remet à un certain endroit pour que je puisse m'y retrouver plus facilement. Et puis il y a aussi effectivement toute cette dimension qui est un peu liée à l'anxiété. Ouais, voilà, c'est ça, l'impulsivité aussi. Donc le fait de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, de réagir du tac au tac sans prendre un peu de temps de réflexion, d'être tout le temps dans l'immédiateté plutôt que de prendre du recul. Ça pose un vrai problème. Et puis il y a aussi un problème qui est parfois lié à l'anxiété aussi, c'est-à-dire tiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis au bon endroit au bon moment ? Est-ce que je suis sûr que tu vas rester avec moi toute ma vie ? Donc ce sont toutes des questions qui sont des questions sans filtre en fait, et donc il y a jamais à un moment donné cette petite notion de rationalité et de raisonnable qui vient s'installer entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, et qui permettrait de temporiser beaucoup de choses. Donc effectivement, c'est très fatigant pour le partenaire ou la partenaire de vivre avec quelqu'un qui a un TDAH. Alors par exemple, dans les couples mixtes, comme je dis, où il y a un TDAH et quelqu'un qui n'est pas TDAH, souvent ils se trouvent pas par hasard, si j'ose dire, même si c'est pas conscient. C'est-à-dire que un TDAH, effectivement, ou une TDAH, ils vont avoir tendance à se trouver bien, en harmonie avec quelqu'un qui va faire les papiers pour eux, du bon sens. Parce que mettre deux TDAH ensemble, c'est pas forcément très viable. Ou alors, il y a une autre magie ailleurs. Bref. Mais en tout cas, voilà, on ne se trouve pas forcément par hasard, on est complémentaires. Alors, naïvement, on pense que c'est de l'amour, mais finalement, c'est peut-être beaucoup plus comportemental que ça n'y paraît. Toujours est-il qu'on, les points communs, les points complémentaires fait qu'on peut trouver sur quelqu'un qui va bien aider, effectivement, faire la paperasse pour le TDAH. Et donc, alors après, s'ils font des enfants, c'est là où ça peut se corser. Pourquoi ? Parce que on le disait tout à l'heure, le TDAH est éminemment
on va pas dire qu'il est héréditaire, mais c'est un gros facteur héréditaire. Parmi tous les troubles psychopathologiques, c'est le trouble, on va dire neurodéveloppemental, pour lequel le facteur héréditaire est le plus reconnu comme ayant un poids important. Donc il y a une grande chance qu'il y ait un ou plusieurs enfants qui aient eux-mêmes un TDAH. Et là, il va y avoir un os. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le parent qui a un TDAH, il va pas avoir la même perception éducative que celui qui n'a pas de TDAH. Notamment celui qui a un TDAH, il va avoir du mal à poser les cadres ou les règles parce que lui-même, il a du mal à se les poser à lui-même, par exemple. Donc, ça va créer une dissonance. L'autre parent n'est pas d'accord et les parents vont rentrer en conflit, etc. Et ça peut favoriser les divorces. De toute façon, on sait que dans les familles où il y a un enfant TDAH, ça génère des tensions intrafamiliales et ça peut augmenter les risques de divorce. Mais encore plus quand il y a un des deux parents qui a un TDAH. Un adulte qui a un TDAH ou un TDAH, c'est pas pareil. L'adulte qui va avoir un profil très hyperactif, impulsif, qui va être encore tout feu tout flamme, toujours être dans la nouveauté, toujours s'ennuyer s'il fait pas quelque chose de nouveau, il peut aussi s'ennuyer dans son couple. Et donc effectivement, il peut avoir aussi une instabilité sur le plan affectif, avoir du mal à se poser dans une relation de couple, comme il aura aussi du mal à se poser dans une relation professionnelle. Et effectivement, quand on pose la question, quand on investigue le TDAH chez l'adulte, on regarde, est-ce que vous changez souvent de travail, et pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous avez été en conflit avec votre patron ? Est-ce que vous en aviez marre, etc. Et il y a beaucoup de TDAH, je ne vais pas dire la majorité, mais il y en a beaucoup qui disent eux-mêmes, j'ai la bougeotte, je change de métier parce que là, je m'ennuie. Voilà. Mais bon, il faut que le conjoint suive aussi. Donc, ça peut aussi avoir un impact sur la vie de couple, la vie relationnelle, la vie amicale. Beaucoup de TDAH perdent leurs amis parce qu'ils prennent pas le temps de les rappeler. Donc, alors qu'ils n'ont pas de troubles d'habilité sociale, mais sauf que ça va pas assez vite, et puis en même temps, ce peut être des gens très très sociables, donc ils sont contents de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a aussi cette dimension de lassitude. Oui, bon, je t'ai vu 2 jours, je t'ai vu 3 jours, maintenant je vais te passer à quelqu'un d'autre. C'est pas de la méchanceté ou de l'égoïsme, ça va avec le profil de recherche de nouveauté. Un adulte qui a un TDAH et qui peut en souffrir, quand on donne le diagnostic au patient, souvent le conjoint est soulagé. Parce que ça permet d'avoir une grille de lecture, de dire, ah mais je comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça, je comprends ceci, etc. Le cas particulier, c'est la mère de famille TDAH. Pourquoi ? Parce que dans nos sociétés, on sait très bien, on aura beau dire le contraire, la parité, c'est quand même la poudre aux yeux. La maman qui a ses enfants et qui travaille, parce qu'en France, on sait qu'une grande majorité des mamans travaillent, elle a une surcharge de travail, une surcharge mentale bien plus importante que son mari, parce que elle fait son travail et elle doit faire les lessives, et elle doit faire les courses, et elle doit s'occuper des enfants. Donc une maman qui a un TDAH déjà, elle va effectivement avoir une grosse surcharge mentale et voire même faire un burn-out. Maintenant, la maman qui a toute sa surcharge et en plus qui a au moins un enfant TDAH, c'est encore pire. Donc effectivement, on rencontre des adultes qui font des burn-out parentaux ou des burn-out professionnels. Et quand on regarde de plus près, l'origine du burn-out, c'est cette surcharge mentale depuis des années. Et avec des moments où la personne s'effondre. Moi, je vois des mamans qui me disent, moi j'en ai ras-le-bol, je fais plus les courses. Le frigo est vide, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Elles vont se coucher pendant 2 jours, elles partent de la maison pendant 2 jours, parce qu'elles sont juste en burn-out. Le problème du burn-out parental, qui est une vraie réalité. Dans le burn-out professionnel, le traitement, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie. C'est reconnu comme un état, effectivement, mais qui peut déclencher une maladie. Mais en tout cas, la solution pour régler le burn-out, c'est éviction du travail. Sauf qu'on ne peut pas faire une éviction des enfants à une maman qui est en burn-out parental. C'est ça le problème. On pourrait croire qu'une personne atteinte du trouble de l'attention est incapable de se concentrer, alors qu'il s'agirait plutôt d'une capacité d'attention non pas moindre, mais différente des autres. Là, par exemple, je sais que je devrais regarder l'heure pour me connecter à un rendez-vous sur Zoom, mais ma concentration est telle à ce moment même que je n'arrive pas à décrocher. Ça s'appelle l'hyperfocus. Tout me stimule. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me propose un projet ou qui me propose d'intervenir dans un podcast, par exemple, sur la résilience, et au lieu de dire, non, désolé, j'ai pas le temps, je suis encombré de plein de trucs, j'ai mon taf, je suis sur un 2e livre, je suis encore dans la promo du premier, en fait, j'y vais parce que ça me stimule, en fait, ça me donne envie d'apprendre, d'être curieux, de découvrir des choses. Mais le problème, c'est que je suis très satisfait, par exemple, de participer à ce podcast, mais
ça veut dire que je vais, d'un autre côté, peut-être pas toujours pouvoir faire les autres choses à fond parce que j'accepte plein de petits stimuli. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle je dois vraiment encore travailler et j'y arrive pas encore vraiment. Je devrais pouvoir trouver des moments où je me pose et j'analyse toutes les propositions qu'on me demande et que je dise ok, ça c'est rationnel et c'est je vais pas aller jusqu'à productif pour moi et rentable pour moi, mais en tout cas c'est intéressant et ça me permettra de faire bouger les choses. Que ça soit les adultes ou les enfants, quels sont les, entre guillemets, le côté positif du TDAH? Alors, le premier côté positif, c'est qu'il y a des questionnements même d'un point de vue évolutionniste. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du chasseur-cueilleur, qui a été développée par plusieurs scientifiques, qui consisterait à dire que peut-être que dans l'évolution de l'espèce humaine, l'existence même d'une petite population qui soit née avec ce profil TDAH a peut-être permis, c'est peut-être pas un hasard de la nature, peut-être qu'effectivement la nature a bien fait les choses et a fait émerger un petit groupe d'hominidés parmi toute la population des hominidés à l'époque qui étaient dans la savane africaine. Et ce petit groupe avait effectivement des particularités. Donc bien sûr, nos ancêtres étaient dans la savane, ils chassaient, ils cueillaient, et puis ils ont commencé effectivement à gratter les peaux et compagnie pour s'habiller quand il fait froid. Donc effectivement, si effectivement il y avait quelques chasseurs qui étaient extrêmement compétents dans les tâches simultanées, c'est-à-dire pouvoir tout voir en même temps plutôt que planifier, et effectivement avoir la bougeotte comme on dit, c'est-à-dire toujours avoir envie de nouveautés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le petit groupe? Ils ont dit à leurs copains, bon les gars, là on va aller derrière la colline, on va voir ce qui se passe. Et puis de fil en aiguille, ils sont allés de colline en colline, puis ils ont fini par sortir de l'Afrique et d'aller contourner le bassin méditerranéen. Et dans cette hypothèse, justement, on pense que c'est parce qu'il y avait peut-être un petit groupe à l'intérieur qui avait la bougeotte, 5% de la population même, on peut imaginer que c'est grâce à ces 5% qu'effectivement ils sont sortis d'Afrique, ils sont allés voir ce qui se passait ailleurs. Donc finalement, dans cette hypothèse, ça serait, je dirais, l'homo sapiens TDAH qui serait peut-être à l'origine de l'exploration et du développement de l'espèce humaine de par le monde. Alors il y a l'autre élément qui est incontestable, c'est que les enfants notamment qui ont un TDAH, ils vont apprendre à s'adapter, plus ou moins avec difficulté, mais ils vont traverser des épreuves qui vont les rendre effectivement plus pugnaces, plus volontaires. Et ce sont souvent des gens qui ont de grandes valeurs ajoutées parce qu'effectivement, à l'âge adulte, ils ont développé, si ils n'ont pas traversé des périodes critiques, eh bien, ils sortent plus forts de leur TDAH. Tu te sens à ta place dans ton école ? Bah, c'est qu'il y a des écoles qui se fait exprès pour les TDAH avec... Ah, ça existe, ça ? Ouais. Oui, c'est des écoles où il y a des personnes comme moi, ça veut dire précoce TDAH ou tout simplement précoce ou TDAH. Et t'as pas envie, toi, d'aller dans ces écoles ? Bah si, justement. Comme ça, je suis comme les autres. J'ai pas de différence. Comme ça, j'ai pas de moquerie. Parce qu'on se moque de toi ? Souvent, on se moque parce qu'il y a des quatrièmes... Non, c'était des CM2, maintenant ils vont passer en troisième. Ils se sont moqués de moi quand j'étais en CE1. Ils se moquent de moi parce que... si, justement, ils se moquent parce que je suis différent. Mais je leur dis, oui, moi je suis différent, je suis pas bizarre comme vous à dire ça. Moi je me moque pas de vous parce que vous avez pas ça. La plus grande difficulté pour une personne atteinte d'un TDAH, c'est peut-être bien de trouver sa place. Dans un monde où la performance et la productivité règnent en maître, le cerveau à part d'un TDAH est souvent confronté à un sentiment d'inaptabilité ou d'incapacité. Pourtant, quand il est diagnostiqué, il peut faire des merveilles. S'il est compris, encouragé, accepté, qu'il trouve ce qui le meut vraiment, il sera sûrement autant, voire plus performant qu'un neurotypique confirmé. J'espère que ce reportage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à noter 5 étoiles sur vos applis de podcast. Et j'espère à très vite dans Résilience.